Chapitre 19. Côme, le 17 janvier 2018. Sam était installé à la terrasse du Giorgio Café et il attendait son petit déjeuner. Il attendait. Pourquoi les Européens étaient-ils si peu efficaces ? Aux États-Unis, il aurait été servi depuis longtemps, aurait déjà fini de manger et serait déjà au travail. La vue splendide du lac ne suffisait pas à calmer son impatience, son incapacité à rester sans rien faire. Il prit son téléphone portable et composa le numéro de son assistante. Sam à l'appareil. Bonjour Jennifer. Bonjour. As-tu des nouvelles pour le pianiste ? Tu as retrouvé sa trace ? Je te l'aurais fait savoir tout de suite, Sam. Bon, écoute, mets le paquet. Ce type a vraiment joué un rôle dans l'histoire de Sheridan. S'il était encore vivant, il faut faire tout ce que tu peux pour remettre la main dessus. Tu peux compter sur moi, Sam. Je sais, mais dépêche-toi. En voyant la jolie brune aux yeux très bleus lui porter un magnifique plateau aux effluves de brioche toute chaude sortant du four et de vrai café italien, une salade de fruits et du pain frais du matin, Sam se sentit prêt à pardonner le temps d'attente. On ne peut pas avoir toutes les qualités. Lyon, le 22 juin 1964. La rencontre avec Oscar Firmin fut tendue. Je lui reprochai d'avoir volontairement installé en moi une personnalité cis différente de celle d'origine. Il se défendit, comme je m'y attendais, en répétant que si tous les individus dotés d'un même type de personnalité avaient en commun les mêmes fondements, ceux-ci se traduisaient différemment dans le comportement, faisant de chacun de nous un être unique. Je ne croyais plus un traître mot de toutes ces sornettes, mais j'avais encore besoin de lui. La personnalité de type 7 est-elle plus positive que la 6 ? On ne peut pas juger une personnalité. Je ne vous demande pas de la juger, je vous demande si elle est plus positive. Mais c'est un jugement. Je me retins de lui tordre le cou. Je pris une profonde inspiration pour tenter de calmer mes nerfs à bout. Ce que je veux savoir, c'est si une personne de ce type a un état d'esprit plus positif. Il prit son temps avant de répondre. On peut le dire ainsi. Alors donnez-moi ça. Quoi ? Donnez-moi une personnalité de type 7. Il soupira. Je me permets de vous rappeler que vous ne les essayerez pas toutes et qu'un retour en arrière est impossible. Je le fusillai du regard. Donnez-moi une personnalité de type 7. Je fus totalement plié de rire en voyant le mendiant opérer. S'il vous plaît, disait-il d'une voix qui se voulait pleurnicharde, j'ai rien à manger. Bien gros, bien dodu, il avait l'air d'un bon vivant et m'en festoyait. Je donnais volontiers à ceux que je sentais dans le besoin, mais lui, franchement, on n'y croyait pas une seconde. Il avait tout du comédien arnaqueur. Tous les jours, j'ai faim. Bah oui, moi aussi, me dis-je, au moins 3 fois par jour même. Vous avez réussi votre vie, vous êtes doué, vous avez de l'argent. T'as raison, vas-y, flatte-nous encore un peu. Si vous me refusez une petite pièce, c'est que vous n'avez pas de cœur. Apitoyer, flatter, culpabiliser. Allez, stratégie en 3 phases. T'es trop fort, mon pote. Il passa dans les rangs du funiculaire et c'était drôle de voir les gens donner, même pas conscients de s'être fait avoir. Fallait être bête, mais bête. Celui-là, il était doué, hein. Il méritait bien ses sous. D'ailleurs, il avait dû capter que j'avais percé son petit jeu, parce qu'arrivé à ma hauteur, il ne s'adressa même pas à moi. Je pris les quais en pensant à Oscar Firmin. Je me faisais peut-être un film à son sujet pour rien. Les gourous de secte ont tous en commun de chercher à abuser de vous financièrement ou sexuellement, souvent les deux. Firmin, lui, ne s'intéressait ni à mon argent ni à mon corps. Quand j'arrivai sur le bateau,
Le soleil tapait déjà très fort. La journée promettait d'être caniculaire. L'équipe allait devoir rappeler aux touristes nos règles de bonne tenue. Pas de clients torse nu à bord. Je fis un tour complet de l'équipe, histoire de saluer tout le monde, de les mettre de bonne humeur et peut-être même de leur filer du peps pour la journée. Une fois de retour dans ma cabine, le téléphone sonna gaiement. Madame Sheardon, moi-même. Maurice Pinet, responsable du service communication de la mairie de Lyon. Ah oui, comment allez-vous? Très bien, et vous? En pleine forme, merci. Je passais juste un petit coup de fil pour m'assurer que tout était en ordre pour notre grande réception dans 2 jours. Ah non, vous faites erreur. Elle a lieu dans 1 mois exactement, jour pour jour. Mais, mon Dieu, non! Vous vous trompez, ne me dites pas ça, c'est dans 2 jours, vous dis-je. On avait tout calé. Il était complètement en panique, c'était à mourir de rire. Moi, je blaguais, monsieur Pinet, rassurez-vous, tout est planifié pour après-demain. Oh, il poussa un grand ouf de soulagement. Vous m'avez fait peur, c'était la catastrophe, vous voyez. C'est qu'on a le maire et des invités de prestige, vous imaginez. Mais oui, allez, tout va bien se passer. J'avais à peine raccroché que le téléphone sonna de nouveau. Bonjour Sibylle, dit une voix traînante. C'est Dominique. Dominique était un ami d'enfance, hospitalisé depuis un certain temps déjà pour une maladie génétique rare et grave. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, mais nous étions très proches. Comment vas-tu? Demandai-je d'un ton enjoué pour l'encourager à mettre son attention sur le positif. Un silence. Difficile. Courage. Faut pas se laisser aller. Nouveau silence. Je voulais te dire, enfin, te saluer pour... Il s'exprimait de façon très laborieuse, mal au point le pauvre. Allez, sois confiant, garde espoir et tu vas guérir, c'est sûr. Silence. Que Dieu t'entende. Mais les médecins disent malheureusement que... Oh, tu sais, il ne faut pas toujours écouter les médecins. Parfois, ils démoraliseraient un régiment. Mais, tu sais, le plus important, c'est que toi, tu y crois. Dis-toi que tu vas guérir, tu vas t'en sortir. Pense à l'avenir, à toutes les belles choses que tu feras quand tu seras guéri. Faut y croire dur, dur comme fer. Ne surtout pas te laisser aller. Et puis quand tu seras sorti de là, on fera une grande fête tous ensemble pour célébrer ça. Allez, maintenant, il faut que je te laisse. Je suis au boulot. On se sépara. Et je lui souhaitai une nouvelle fois bon courage. Ah, je lui avais bien remonté le moral. J'étais drôlement fière de moi. 3 jours. Il me restait 3 jours pour convaincre Charles de me confirmer à mon poste et Yvan Raffaud d'investir sur le bateau. Voilà, c'était tout à fait jouable et pour tout dire, je m'en sentais vraiment capable. Charles n'était pas le plus affûté des guerriers. Il était du genre influençable avec un sens de la répartie proche de 0. Le persuadé était franchement dans mes cordes. Raffaud devait être un peu plus rhétor, mais tellement monolithique dans sa rationalité qu'il ne devait pas être trop compliqué à enfumer. J'allais lui faire 2 ou 3 tableaux de bord très sérieux en apparence. Au besoin, je manipulerais un peu mes chiffres, il n'y verrait que du feu. Et puis, je commençais à avoir des idées qui fourmillaient dans ma tête, sur tout ce qu'on pouvait faire sur ce bateau. J'avais l'impression d'avoir été très conformiste jusque-là, me contentant de gérer l'existant sans vraiment apporter d'idées nouvelles. Or, les idées nouvelles jaillissaient maintenant dans mon esprit, toutes plus enthousiasmantes les unes que les autres. La première fut de mettre en place un happy hour avant l'heure du déjeuner. Génial, non? Tout le monde fait ça le soir. Très bien. Sauf qu'à midi aussi, les gens peuvent s'arrêter, prendre un verre si on les attire par les prix. Et après, eh bien, il reste déjeuner. Voilà, jackpot, surtout si on les tente. Oh, d'ailleurs, ça me faisait penser qu'il y avait un truc génial à faire pour tenter les patients à l'heure du thé. Orienter un tube d'aération de la cuisine vers le quai pour y envoyer les odeurs de madeleine, cake au chocolat, scone tout chaud. Ah, franchement, irrésistible. Avec ça, on allait faire grimper le poids moyen des Lyonnais en quelques semaines. Il faudrait que je signe un contrat d'apport d'affaires avec les cardiologues du quartier, histoire qu'ils me reversent une petite commission bien méritée. Bobby, Bobby Touné, ohé. Il déboula enfin, l'air enfariné,
et l'entrejambe mouillée. Il avait encore dû se fourrer un glaçon dans le slip en voyant une jolie fille. Non mais morte de rire. Mais faut pas faire dans ton froc quand je t'appelle, mon grand. Je n'en mords pas, tu sais. Non, mais bredouilla-t-il en rougissant. Bon, Bobby, voilà ce que tu vas faire. J'ai besoin d'un calicot et d'un tuyau. Je lui fis part de mes deux projets avec tellement d'enthousiasme qu'il fila s'en occuper d'heureux-chef. Ah, trop forte. L'idée d'attirer les gens pour le happy hour me donna envie de généraliser l'approche. Et si on choisissait un positionnement plus accessible, avec des prix super compétitifs et une nourriture grand public? Après tout, vu l'état du rafio, ça ne servait à rien de viser la qualité. On pourrait même faire des plats créatifs, genre sandwich amélioré, plus innovant. Par exemple, oh, très génial. Et si on inventait un sandwich avec un steak haché au milieu de deux pains au lait tout rond? On pourrait ajouter une rondelle d'oignon, un peu de ketchup, ça changerait un peu du jambon beurre traditionnel, non? Quelle horreur, me répondit Rodrigue, à qui j'exposai mon idée. Un truc comme ça ne marchera jamais, tellement loin de l'esprit lyonnais. Bon, allez, fallait pas brusquer l'artiste. Pas envie de gérer le drame émotionnel de l'incompris forcé à brader son art. Celui-là était capable d'entraîner tout le monde dans le négatif. Ah non, merci. De toute façon, je venais d'avoir une autre idée, encore meilleure. Mettre plus en avant l'activité concert du bateau, avec de la musique live en permanence, de l'ouverture à la fermeture. Miser sur la musique pour attirer un public plus jeune et devenir le lieu musical de Lyon, le lieu branché où tous les artistes auraient envie de se produire. Je fis le tour du bateau pour en parler à tous et je réussis à transmettre mon enthousiasme. Cette idée enchantait toute l'équipe, tout le monde y croyait et moi encore plus. Je me voyais déjà accueillir de nouveaux artistes tous les jours. On utiliserait l'argent du fonds américain pour racheter du matériel sono, avoir le top du top. On aurait tellement de succès que les gens devraient réserver des semaines à l'avance. Bon, très bien, me dit Charles. Je ne suis pas opposé. Dans son langage, ça signifiait qu'il sautait au plafond. Je vous invite dès lors, dit-il, à monter un dossier pour la mairie afin d'avoir les autorisations nécessaires. Les autorisations? Oui, pour le bruit. Il faut verrouiller le dossier sur ce point avec estimation de décibels, mesure d'isolation phonique et compagnie. Sinon, les voisins de tout le quartier vont se plaindre. Ah, j'eus soudain l'image de toutes ces tracasseries administratives, ces formulaires à aller chercher en mairie et à rapporter 4 fois parce qu'ils auraient donné les documents à remplir au compte-gouttes au lieu de tout lister d'un coup. Oh, l'administratif. Du coup, j'eus aussi l'image de tous les contrats qu'il faudrait rédiger pour chaque artiste, chacun avec ses exigences particulières. Je me vis crouler sous ce travail aussi long que rébarbatif. Me projet me sembla subitement vraiment moins attirant, et mon esprit s'évada alors vers une autre idée, qui venait de jaillir de ma tête comme le champagne d'une bouteille agitée. Cette nouvelle idée, alors elle était vraiment géniale. Avoir plusieurs ports d'attache. Raffo l'avait évoqué. Pourquoi rester scotché au même endroit tous les jours, à se battre avec les restos de la presqu'île pour se partager la clientèle du coin? C'était se priver de profiter de l'atout principal d'un bateau, se déplacer. On pourrait changer d'emplacement tous les jours, le long de la Saône ou du Rhône, de Mâcon à Vienne, ou même plus loin. Avoir un planning d'amarrage, comme la tournée d'un artiste, et faire en sorte que les clients nous attendent, voire réservent à l'avance. Au lieu d'attendre les clients, ce seraient les clients qui nous attendraient. Mon film mental était très excitant, et je décidai de le partager à l'équipe à table. Aucune envie, en effet, de manger seul. Me joindre au serveur serait beaucoup plus gai, et tout le monde me verrait comme un manager cool qui n'était pas coupé de la base. Ils eurent l'air contents de me voir, en effet, et je dois reconnaître que ce fut moi qui mis de l'ambiance à table. Je me sentais très en verve, j'avais plein d'histoires et d'anecdotes à raconter, et d'ailleurs quelque chose en moi me poussait à en raconter plus, encore plus, toujours plus, comme si l'on attendait de moi que j'assure la conversation et que je mette de l'ambiance. Le repas de Rodrigue nous avait concocté était vraiment succulent, et je me resservis copieusement. Tu ne devrais pas reprendre autant de saucisses, me dit Corentin. Ça bouche les artères. Ah non, là non. S'il y avait une chose que je ne supportais pas, c'était qu'on me délivre une information négative que je n'avais pas sollicitée. Et toi?
Tu devrais en prendre un peu plus, répondis-je. Tu verras, ça donne le sourire. Et sourire est excellent pour la santé. Je disais ça pour toi, hein. Récemment, des chercheurs ont fait une étude qui a prouvé que manger moins et mieux permettait de vivre plus longtemps. J'ignore si une vie d'ascète fait vivre plus longtemps. Mais ce dont je suis sûre en revanche, c'est qu'en mangeant triste, la vie doit sembler très longue. Après déjeuner, je passais en coup de vent prendre un café en salle de pause. Manon essayait de récupérer sa tasse à petit cœur rose perdue sous la pile de l'évier. J'eus envie d'éclater de rire tellement c'était bête de passer plus de temps à retrouver sa tasse que de la laver la veille après avoir bu son café. Marco fumait en prenant le sien. Il avait un t-shirt sans manches, échancré de partout, qui accentuait encore son côté homme des cavernes. C'est embêtant, me dit Rodrigue. Marco est très inquiet pour son fils. Il ne parle toujours pas, alors qu'il a bientôt 3 ans. Les médecins n'ont pas d'explication. Oh, réjouis-toi, dis-je à Marco. Einstein a prononcé ses premiers mots à l'âge de 4 ans. C'est peut-être le nouvel Einstein ? En retournant dans ma cabine, mon café à la main, je riais sous cape. C'était peut-être plutôt le nouveau Tarzan. Dans le couloir, je croisai Julie, la serveuse. Bah, t'en fais une tête, lui dis-je. Ouais, je suis préoccupée par ma mère. Oh, je regrettais immédiatement de l'avoir poussée à s'épancher. Son médecin, dit-elle, lui a diagnostiqué une maladie d'Alzheimer. Merde. Ouais, c'est terrible. Ça me déprime complètement. En même temps, tu lui seras sans doute plus utile en étant confiante. Si tu la vois déjà enterrée, elle te donnera vite raison. Oui, je sais. Mais quand même, c'est difficile pour elle. J'étais avec elle quand le médecin lui a annoncé ça. Je peux te dire que ça lui a fait un choc. C'est dur, tu sais, d'apprendre que t'as Alzheimer. J'imagine, dis-je en m'éloignant. Mais bon, si ça peut te consoler, elle l'aura vite oublié. Sitôt au bureau, je m'attelai à la réalisation du compte d'exploitation prévisionnel du mois en cours. Mais c'était fastidieux et je décidai finalement de garder cette tâche pénible pour plus tard. J'allais plutôt parler un peu avec notre ami auditeur, user de mon pouvoir de séduction et de persuasion. Je le trouvais dans sa cabine, une pile de dossiers sur sa table d'infirmerie, plongé dans nos comptes. Alors, c'est grave, docteur ? Dis-je en lui adressant mon plus beau sourire. Il ne releva pas. Je vous propose qu'on fasse un peu le point, ajoutai-je. Voir où vous en êtes de votre audit. Quelle information complémentaire je peux vous apporter ? Comme il avait l'air d'hésiter, j'embrayai tout de suite. Suivez-moi, on va s'installer au bar, il n'y a personne à cette heure-ci. Et on sera mieux qu'ici dans le noir. Il me suivit, en effet, à ma grande satisfaction. Quand vous obtenez de quelqu'un un déplacement physique dans la direction que vous souhaitez, ça le conditionne à aller mentalement dans votre sens. Nous nous installâmes sur les hauts tabourets derrière le bar et je me retins de sourire en lisant l'ardoise de Jeff, censé rappeler nos règles de bonne tenue vestimentaire aux touristes. Heureusement, Yvan Raffaud lui tournait le dos et ne pouvait donc pas le voir. Homme. Pas de t-shirt, pas de service. Femme. Pas de t-shirt, pas d'addition. Le visage dégoulinant de sueur, Raffaud m'a serré dans son costume gris, la cravate serrée autour du cou, comme un accessoire sadomasochiste. Je m'imaginais être son maître, le promenant, à 4 pattes sur le pont, en le tenant en laisse par la cravate. Je lui exposais mes projets, le flattant un peu au passage en lui rappelant que l'idée des changements de point d'amarrage venait de lui. Je m'efforçais de rester très rationnel dans mon argumentation, puis lancer des prévisions mirobolantes, en le présentant comme volontairement pessimiste pour tenir compte des aléas. Il approuva d'un signe de tête l'intention affichée. Les gens les plus durs sont les plus faciles à berner. Mais j'ai cru comprendre que la réglementation fluviale rendait les autorisations difficiles à obtenir. Mince, j'avais oublié ce détail. J'en fais mon affaire. Bon, je m'en occuperai plus tard. Ou alors on aviserait si on nous cherchait des noises. Oh, franchement, je trouverais toujours une solution. Le reste de ma journée se passa à merveille. Je me sentais positive et fière de l'être, créative et confiante dans mes idées, très à l'aise dans mes relations, avec le sentiment agréable d'être plus intelligente que les autres. Je voyais le monde comme un grand terrain de jeu dans lequel évoluer et prendre du plaisir intellectuel ou physique. J'avais envie de mouvements, de rencontres et de stimulation en tout genre. Franchement, j'appréciais cette personnalité. Le seul bémol, s'il fallait en trouver un,
était mon besoin de vouloir toujours plus de satisfaction dans chaque situation, en cherchant constamment à ouvrir le champ des possibles. Chaque instant, au lieu de me contenter de ce qu'offrait le présent, j'imaginais ce qui pourrait accroître le plaisir ou le jeu intellectuel. J'étais donc plus dans ma tête à faire des plans sur la comète que dans mon corps, plus dans le futur que dans le présent. La sonnerie du téléphone m'extirpa de mes pensées. C'était Anne, la femme de Dominique, l'ami d'enfance, qui m'avait appelé de l'hôpital le matin même. « Quel plaisir de t'entendre! Comment ça va, notre Dominique ?» « Eh bien, je ne pensais pas devoir te joindre si peu de temps après lui. » Silence. « Anne ? Ce matin, il m'a dit vouloir t'appeler pour te dire au revoir. Et ensuite, j'ai compris qu'il l'avait fait. Alors, je voulais juste te dire que... Voilà, il est parti. » J'en eus le souffle coupé. Je raccrochai au plus mal. Tout sembla vaciller autour de moi. Quand Dominique m'avait appelé, j'avais tellement voulu rester dans le positif que j'avais refusé d'entendre son message. Au lieu de lui offrir mon écoute, au lieu d'exprimer ma tendresse, mes sentiments, un peu de chaleur humaine, j'avais asséné un optimisme plutôt déplacé du coup. Je n'avais jamais réalisé à quel point positiver à tout craint pouvait parfois nous couper des autres. La consultation d'un catalogue de desserts tout faits pour le restaurant contribua à me rendre progressivement le sourire. Ce fournisseur proposait même des plats complets congelés. Première fois que j'entendais parler de ça. On n'arrête pas le progrès. Dommage qu'on n'ait pas de congélateur au restaurant. Avant que le concert du soir ne commence, je prévins Paloma que j'avais besoin d'une musique gaie pour retrouver ma bonne humeur. Toujours prête à venir en aide, elle ne se le fit pas dire 2 fois. Avant de quitter le bateau en fin de soirée, je passais dépouiller les messages de la boîte à paroles. Les retours étaient très partagés, comme si ma personnalité était clivante. Grosso modo, la moitié valorisait mon énergie positive et l'autre me reprochait pêle-mêle de faire bosser les autres en n'en fichant rien, de pratiquer un zapping qui donne le tournis, d'étaler une culture superficielle et d'avoir un humour parfois blessant. Je mis tous les papiers à la corbeille. La boîte à paroles, on aurait pu l'appeler une boîte à cons. Il était temps que je rentre, histoire de passer à autre chose. À la maison, je trouvais Nathan affalé dans le canapé, un bouquin à la main. Je filai sur la mezzanine, retournai le contenu de mon armoire dans tous les sens pour mettre la main sur la tenue affriolante achetée l'autre jour. Je l'enfilai, puis m'emmitouflai dans ma vieille robe de chambre d'hiver. J'ajoutai mon bonnet sur la tête, puis redescendis dans le salon. « Tu es malade ?» demanda Nathan d'un air soucieux, toujours assis sur le canapé. Je m'approchai de lui et acquiesçai d'un signe de tête en prenant un air de cadavre en voie de décomposition. « Zut ! T'as envie d'une tisane ? D'une aspirine ? D'une bouillotte ? » « J'ai envie, dis-je d'une voix mourante. J'arrachai alors d'un geste vif ma robe de chambre. « De toi !» Et je m'assis sur ses genoux face à lui. « Oula !»« Viens, lui dis-je, on va s'amuser un peu. » La propension d'un homme à s'endormir tout de suite après l'amour est hallucinante. Il faut bien recharger les batteries, m'avait-il dit un jour. À croire que sans testicules, un homme n'avancerait plus. Je n'avais, quant à moi, aucune envie de dormir. Je cogitais, embarqué dans mes pensées, mes idées, mes plans, jusqu'à ce que la respiration, ample et profonde de Nathan, me plonge malgré moi dans l'introspection. Je réalisais alors que, bien caché au fond de moi, transmué en agitation mentale pour ne pas être reconnu, un certain stress distillait une souffrance que je m'empressais d'ignorer. Ce qui me traversa l'esprit comme un éclair qui disparaît sitôt, la cible touchée, c'est que ce stress était la conséquence de tous les efforts que j'avais refusés
ou reporter pour éviter d'en souffrir, ignorant que la procrastination était plus coûteuse que l'action. Il venait aussi de la menace de licenciement qui planait sur moi à très court terme, épée de Damoclès retenue par un fil mince comme un cheveu, une menace que j'avais balayée de mon esprit toute la journée, feignant de la minimiser pour ne plus y songer. Je me sentais soudain malheureuse de cette situation, et en même temps je savais que ça ne durerait pas. J'aurais tôt fait de dissiper cette conscience, pourtant salvatrice, dans un trait d'humour ou un plan d'avenir plus enthousiasmant qu'une introspection rangeante. Nathan se mit à ronfler. Je n'avais toujours aucune envie de dormir. Et surtout, je mourais d'envie d'écouter le dictaphone. D'enfin savoir ce que ce petit cachotier d'Oscar me chuchotait à l'oreille quand j'étais en transe. Je me glissai hors du lit et ouvris l'armoire. Les portes grincèrent comme dans un film d'angoisse de série B. « Hein? Quoi? »« C'est rien, chérie, rendors-toi. » Je cachai le dictaphone en le roulant dans un t-shirt, puis descendis m'enfermer dans la cuisine. J'en profitai pour prendre un morceau de chocolat. Après l'amour, rien ne veut un carré qu'on laisse fondre en bouche pour faire varier les plaisirs. J'allumai la radio en sourdine pour servir de l'heure au cas où Nathan se lèverait, puis je m'assis tranquillement à la petite table, rembobinai l'enregistrement et enclenchai la lecture. Cette fois, ça avait bien fonctionné. Et en écoutant la voix traînante et profonde de Firmin, m'invitant à me détendre, je dus lutter pour résister. Quelques encouragements, quelques formulations étranges, des phrases à la syntaxe bancale, des silences, puis des affirmations sur le plan psychologique dont le lien avec ma personnalité du jour me sauta naturellement aux yeux. Puis un nouveau silence plus long, et enfin, dans une voix venue du plus profond des ténèbres qui me glaça le sang, cette déclaration me terrifia. Au fond de vous, tout au fond, se niche maintenant une peur immense, une angoisse profonde, la peur de la privation et de la souffrance, la peur d'être insuffisante aux yeux des autres. Quand vous reviendrez à vous, vous l'aurez totalement oublié, mais cette angoisse guidera pourtant la plupart de vos actes dans la vie, en restant enfouis au plus profond de votre inconscient. Bizarrement, je fondis en larmes sans pouvoir l'expliquer. Quand je parvins à me calmer, je mis le dictaphone dans mon sac à main. Je n'allais pas laisser ce salaud de Firmin induire en moi de grandes angoisses sans réagir. Il avait des comptes à me rendre. Avenue Georges V, Paris, le 22 juin 1964 au soir. Yvan Raffaud attendait, seul dans la salle de réunion au mur mouluré d'un blanc immaculé. Assis à la table ovale, il relisait ses notes. La fenêtre était entr'ouverte et on entendait de temps en temps passer une voiture dans l'avenue. D'une seconde à l'autre, son patron allait le rejoindre après avoir lu les derniers paragraphes de son rapport. Pendant ce temps, lui ne pouvait s'empêcher de penser au mystère Sybil Sheardon. Il avait été forcé de reconnaître dans le rapport son incapacité à la catégoriser, à décrire ses traits de caractère de façon fiable. Cette jeune femme était totalement imprévisible. Jamais, absolument jamais, il n'avait connu de femme comme ça. Chaque jour, il avait eu l'espoir d'enfin repérer un schéma de comportement, offrant une cohérence d'ensemble, la rendant enfin compréhensible. Mais le lendemain, ce schéma n'avait plus cours. Elle avait miraculeusement changé du tout au tout, comme si c'était une autre personne. Incroyable. Fascinant. Sur ce point, son rapport était un aveu d'échec. Aussi avait-il blindé ses analyses sur les autres aspects. Organisation, gestion personnelle, production, marketing. Le précédent investissement avait échoué par sa faute. S'il se loupait de nouveau, il était cuit. L'inconstance de Sheardon accroissait le niveau de risque en compliquant l'analyse. Il avait donc émis un avis négatif pour l'investissement.
La porte s'ouvrit devant son patron tout sourire. Yvan avait beau être habitué, la taille de ce grand blond le surprenait chaque fois. « Reste assis, dit-il à Yvan. Lui-même prit un fauteuil en bout de table. Bon, dit-il, j'ai bien noté ta conclusion, mais je pense au contraire que ce bateau est un bon plan pour nous. Apparemment, il est géré par une telle équipe de bras cassés qu'il y a une marge de progrès énorme en mettant des gens pros à la place de l'équipe actuelle. À l'exception de la chef de salle, les autres semblent irrécupérables. Yvan l'écouta sans piper mot. Alors, continua l'Américain, mon plan est le suivant. On investit. On demande au propriétaire de virer immédiatement la directrice, manifestement folle si j'en crois ton rapport. Ensuite, on te nomme à sa place et tu gardes le poste pendant 6 à 8 mois, le temps de mettre en œuvre les licenciements et de recruter la nouvelle équipe. Ça va comme ça ? Raffo acquiesça en silence. Il était décontenancé sans savoir pourquoi, alors même qu'il aurait dû se réjouir. Diriger pendant quelques mois un restaurant était pour lui une belle revanche sur la vie, après la faillite de ses parents, de son enfance. Peut-être était-ce sa phobie de l'eau ? Certes, ça l'angoissait, mais il parvenait jusque-là à se contrôler. Non, il y avait autre chose. Mais quoi ? Il quitta le bureau parisien désorienté. Il avait décidé de profiter de sa soirée à Paris pour retourner voir la professionnelle qu'il fréquentait régulièrement. Il héla un taxi et se fit déposer à proximité de son antre. « Attendez-moi, j'en ai pour 10 minutes, dit-il au chauffeur. Après, vous m'emmènerez à la gare de Lyon. »« Ça roule. » La professionnelle était disponible, il la suivit dans l'escalier, dont elle gravit une à une les marches, avec ses hauts talons, jusqu'au dernier étage, où se trouvait sa chambre au parfum capiteux. « Surtout, tais-toi. Ne gémis pas, ne crie pas, lui dit-il quand elle se déshabilla. « Oui, je sais, je sais. » Un quart d'heure plus tard, il rejoignit le taxi, en nage et contrarié. Ça n'avait pas marché. La fille avait tout essayé sans succès. Rien, mission impossible. Son esprit était trop occupé. L'image de Sybil Sheardon tournait en boucle dans sa tête. Cette femme insaisissable le rendait dingue. Elle était capable de tout. Elle réunissait à elle seule les tendances, les travers, les atouts, les qualités de toutes les autres femmes. Ça dépassait l'entendement, c'était surnaturel. Il en finissait par se trouver lui-même monolithique, prévisible, médiocre. En fait, et il devait bien le reconnaître, il était devenu obsédé par elle. Il réalisa alors qu'il pensait à elle jour et nuit. Elle, la seule femme au monde, dotée d'autant de facettes, qui le surpassaient en tout. Cela le déboussola complètement. C'était la première fois qu'il ressentait quelque chose comme ça, il ne comprenait pas, et surtout ne savait pas le gérer. Le taxi le déposa à la gare, et en fin de soirée, le train s'arrêta, dans un crissement de roues, dans la capitale des Gaules. Il se rendit directement à son hôtel. Toute la nuit, il rêva de Sybil Sheardon. Au réveil, il en vint à la conclusion dérangeante qu'il devait être amoureux d'elle, et il en fut le premier étonné. Ne s'était-il pas toujours répété « Dans la vie, l'intelligence s'oppose au sentiment » Il était donc devenu idiot, et c'était OK.